Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes dernières lectures. Comme vous pouvez le constater, parmi mes dernières lectures figurent Yumi Tamura et Don't Call It Mystery. J'ai pas pété un câble et créé un temple à son honneur, c'est juste qu'en fait je dois faire une photo pour Insta, voilà, je vous rassure. Du coup, pour cette vidéo, j'ai décidé de pas trop m'attarder sur les suites dont j'ai déjà parlé, à moins que j'ai vraiment quelque chose à rajouter. Donc par exemple Beastars, dont je parle assez régulièrement et que j'aime, voilà, vous avez qu'à aller voir mes bilans lecture précédents pour savoir ce que j'en pense. Et voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Bon, j'ai eu un petit souci technique et la seule partie qui ne devait pas supprimer, à savoir la partie sur Don't Call It Mystery, a été perdue. Donc me voilà au montage pour vous en parler un petit peu plus. Et oui, j'ai bien 2 exemplaires, mais il y en a un qui n'est pas à moi. Je suis pas une forceuse à ce point, même si ça aurait pu. Du coup, pour ce qui est de Don't Call It Mystery, c'est un manga de Yumi Tamura qui est entre autres l'autrice de Bazara et de Seven Seeds dont je vous ai parlé en long, en large, en travers et dont j'ai fait une vidéo dédiée à son sujet, donc si vous avez envie, vous avez juste à aller la voir. Et dans cette histoire, on suit Toteno qui est donc le personnage principal qui a la faculté de d'élucider très facilement des mystères grâce à sa grande intelligence et à son côté très perspicace. Et malgré lui, il va être embarqué dans une histoire de crime qu'il ne maîtrise pas du tout et il va se retrouver en garde à vue et à partir de là va s'en suivre toute une série de péripéties avec d'autres personnages, etc. J'avais un petit peu peur en fait de me lancer dans la lecture de ce manga puisque même si j'adore l'autrice, je la connais plus sur des histoires fantastiques, science-fiction comme Seven Seeds et Bazara. Mais ici on se place du coup dans un contexte totalement basique en fait, on est dans un univers tout à fait commun qui correspond à celui dans lequel on évolue et on est sur un registre policier donc vraiment quelque chose d'assez simple. Et je n'ai pas du tout été déçue puisque c'est un récit qui est assez unique avec un parti pris plutôt original. On a vraiment une autrice qui s'amuse avec les codes du théâtre puisque il y a vraiment une grande théâtralité dans son œuvre. La parole est omniprésente, la parole est en fait action comme au théâtre. Et on a quasiment 2 huis clos, 2 histoires différentes dans ce premier volume où tout se passe dans une seule pièce et où le personnage élucide des mystères seulement en parlant et en discutant avec les différents personnages et en apprenant du coup petit à petit tout ce qui se passe autour de lui. Du coup, à partir d'une histoire assez simple, une histoire policière, en découle pas mal de très bonnes idées comme le style un peu théâtral, mais qui peut être aussi un côté assez négatif puisque c'est assez bavard, donc on aime, on n'aime pas. Personnellement, j'accroche, mais je peux comprendre que pour certaines personnes ça puisse les sortir du récit. Pour ce qui est du style graphique, on retrouve la patte de Yumi Tamura, mais il y a quand même un mais, son dessin est plus sobre, il s'adapte plus à un contexte plus terre à terre, plus réaliste. On retrouve un peu moins ces effets kitsch, petites paillettes et effets flous qu'on peut trouver dans ces autres séries. Donc pour ceux qui étaient un peu dubitatifs quant au dessin de cette autrice, eh ben, c'est peut-être l'occasion de vous lancer dans cette magnifique, incroyable série. Bon, je dis ça mais j'ai pas encore lu la suite. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo au sujet de la série mais quand j'aurai lu un peu plus de tomes parce que là vous parlez seulement d'un tome 1, ça n'a pas grand intérêt. Enfin voilà. S'il y a bien une suite que j'attendais avec impatience et que j'ai cru ne jamais avoir entre les mains, c'est bien le tome 3 de Natsuko no Sake, puisque l'éditeur a eu quelques soucis à cause de la crise du Covid. Mais voilà, c'est chose faite, le tome 3 est entre mes mains, et même s'il y a eu un petit changement de texture au niveau de la jaquette qui est désormais brillante, la charte graphique est vraiment conservée, donc si vous avez envie de continuer, ne vous souciez pas trop de ça, enfin je veux dire, c'est assez fidèle à ce qu'on avait avant. Pour ce qui est de l'histoire, bah, j'adore, ça a été vraiment un plaisir de retrouver notre héroïne Natsuko dans sa quête. Et pour ceux qui connaissent pas l'histoire, on y suit en fait une jeune femme qui est à la base employée à Tokyo et qui, suite au décès de son frère, va devoir reprendre l'entreprise familiale qui est donc une distillerie de saké. C'est une série qui est vraiment hyper intéressante par ses thématiques, par exemple la question de l'agriculture et notamment l'agriculture biologique, la question de l'émancipation d'une jeune femme qui devient chef d'entreprise. Enfin, vraiment, il y a aussi l'exode rural qui est une question très intéressante qui revient pas mal dans les premiers volumes.
Et c'est aussi une grosse mine d'informations quant à la culture japonaise et à la création du saké. Vraiment, c'est un récit qui est hyper intéressant, qui est pas du tout indigeste. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a pas mal de termes techniques, mais que ça fonctionne, quoi. On n'est pas sur une lecture hyper lourde et compliquée à comprendre. Le dessin est très sympa, il y a un côté rétro et moi je trouve que ça fonctionne et surtout il y a vraiment des jolies planches. Enfin, moi personnellement je valide. Et voilà, si vous avez envie de vous procurer une petite série qui va faire 6 volumes doubles et soutenir une maison d'édition qui propose toujours des titres intéressants, bah vraiment Natsuko no Sake c'est hyper sympa, on apprend plein de choses et en même temps la trame narrative est pas pour autant inintéressante. Enfin, on voit vraiment l'évolution du personnage principal et du petit monde qui gravite autour d'elle et vraiment c'est gros coup de cœur et vraiment merci à l'éditeur d'avoir publié la suite et conservé cette charte graphique parce que vraiment j'ai eu super peur. Après avoir adoré le manga Aria, je me suis procuré la série Amanchu de la même autrice qui parle cette fois non pas de Venise, ou du moins d'une Venise futuriste, mais de jeunes filles qui font de la plongée. Et comment vous dire, j'ai débuté ma lecture et j'étais un petit peu déstabilisée parce que vraiment Aria ça a été un énorme coup de cœur pour moi, c'est vraiment une série que j'adore et j'avais envie de vraiment découvrir d'autres choses de cette autrice parce que j'ai trouvé cette série juste géniale. Et du coup c'est vrai que j'avais pas mal d'attentes. Je savais que ça allait pas être la même chose puisque l'univers n'a rien à voir, mais j'étais quand même un petit peu dans une attente de quelque chose d'aussi bien. Je vous avoue que les 2 premiers tomes j'ai été un petit peu désarçonnée parce que voilà, j'ai adoré Aria comme je vous dis, mais finalement j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, c'est pas du tout la même ambiance. C'est peut-être un peu plus shonen avec shonen de sport, voilà, avec tout l'univers de la plongée. Mais on garde cette espèce de petit truc, cette petite dynamique hyper apaisante, ces relations entre des jeunes filles qui sont hyper touchantes, hyper prenantes, enfin voilà. C'est vraiment, je sais pas comment on fait cette autrice pour créer des récits à la fois doux, touchants, sans être pour autant mou ou inintéressant. Enfin c'est vraiment des séries que j'adore et je suis hyper contente de m'être intéressée à Aria puis à Manchu parce que c'est vraiment que du bonheur quoi. Et si vous aimez du coup les récits un petit peu poétiques comme Aria mais que vous n'avez pas envie non plus de tomber dans quelque chose de trop contemplatif, Amanchu ça peut être une super idée parce qu'il y a vraiment ce côté, comme je vous disais, manga de sport qui apporte une dynamique et un rythme un peu plus soutenu que dans Aria. Et voilà, donc pour le moment j'ai seulement lu les 4 premiers tomes, mais vraiment j'aime beaucoup quoi. Voilà, cette autrice est trop forte et j'espère qu'on aura d'autres de ses titres en France parce que vraiment j'adore quoi. J'ai ensuite lu, toujours dans la même veine que Aria, les 2 premiers tomes de Escala Yokohama. Et comment vous dire, donc on y suit le personnage ici qui est un robot un petit peu androïde qui vit une vie tout à fait normale, voilà, dans un univers un petit peu futuriste. Et ce qui a fait que j'ai pas accroché, parce que je me suis vraiment torturée pendant un moment, parce que j'avais envie d'aimer cette série et je ne l'ai pas aimée. J'ai vraiment essayé de mettre des mots sur le truc qui a fait que j'ai pas accroché. Et je pense vraiment que ce qui a fait que je ne suis pas rentrée dans le récit, c'est que le récit repose sur un élément qui est la fascination des personnages et de l'auteur pour cette héroïne. L'héroïne elle fait pas grand chose finalement, mais elle est là, waouh, amazing, vraiment belle, intéressante, mystérieuse, et j'ai trouvé que c'était un regard finalement très masculin, enfin un regard qui portait une fascination pour cette petite chose fragile et pourtant si audacieuse. Et je vous avoue que je suis complètement passée à côté parce que moi je trouve pas le personnage principal hyper riche, enfin j'ai trouvé même un peu creux quoi, enfin je trouve pas qu'elle fasse grand chose dans le récit qui attire ma curiosité. Vraiment désolée pour les fans de la série parce que j'avais vraiment envie d'aimer et je suis trop déçue. Mais voilà, j'ai pas vraiment accroché à cette lecture, je trouve pas que les personnages soient intéressants, je trouve pas que l'histoire soit très intéressante. Pourtant j'adore le slice of life, j'adore les récits contemplatifs et en fait on m'avait peut-être un peu trop vendu le truc comme une série proche d'Aria, et pour le coup je pense que la différence qui fait que j'adore Aria et que j'ai un peu plus de mal avec cette série, c'est vraiment le regard très masculin qui s'oppose à un regard beaucoup plus
beaucoup plus féminin en fait. C'est une autrice qui écrit Aria, qui écrit des personnages d'un point de vue assez différent. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop dire regard masculin, regard féminin. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez particulier, mais j'imagine que vous comprendrez peut-être ce que je veux dire. Mais ouais, voilà, dans Aria, il n'y a pas cette fascination pour un personnage unique, beau, parfait. On a vraiment un groupe de nanas qui s'entraident et tout, et qui sont toutes intéressantes et qui vivent plein de choses. Tandis que là, vraiment, je trouve qu'il se passe pas grand-chose. Il y a juste ce personnage central qui fascine tout le monde. Et voilà, j'avoue que ouais, j'ai pas accroché. Je pense que je vais quand même attendre un peu et relire la série plus tard, puisque mon copain les achète et lui, pour le coup, il aime. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup d'hommes qui ne lisaient pas forcément de Slice of Life ont aimé cette série, donc vraiment c'est pour ça aussi que je me suis fait la réflexion que c'était sûrement un regard très masculin porté sur cette héroïne. Et voilà, j'aimerais vraiment aimer cette série, ça me fait chier de pas aimer, mais voilà, je lirai la suite plus tard, après avoir un petit peu décanté de ma lecture d'Aria qui a été un énorme coup de cœur, et peut-être que je changerai d'avis, peut-être que c'est juste moi. J'ai un peu du mal à mettre des mots en fait sur mon ressenti, mais la magie n'a pas opéré pour moi, et franchement je suis trop déçue parce que c'est la deuxième fois que j'ai une série que je veux vraiment aimer et que j'aime pas. La première c'était Jojo, et là c'est donc cette série, et voilà, je suis trop déçue. Moi aussi j'avais envie de partager la hype autour de ce truc, et bah non, voilà, ça n'a pas marché, je n'ai pas été fascinée, et j'ai pas accroché. J'espère qu'il y aura des gens qui arriveront à mettre des mots justement sur mon ressenti, parce que j'ai vraiment du mal à trouver ce que je veux dire par là, et surtout je trouve que c'est un peu bizarre de parler de regard masculin, féminin, enfin c'est un peu compliqué de pointer du doigt ce que je veux dire sans tomber dans des trucs vraiment clichés, mais voilà, je suis curieuse d'avoir votre avis, et j'espère que vous comprendrez un peu ce que je veux dire, même si je pense que c'est assez brouillon, mais voilà. Trop déçue de ne pas avoir aimé Escalaye quand même. Ensuite, on passe au moment Akiko Higashimura, puisque j'ai lu 3 suites de ces séries. J'en ai une qui est pas avec moi puisque je la passe à ma maman, c'est Trait pour Trait. Mais on va débuter avec Le Tigre des Neiges, qui est une série que j'adore, voilà, on va pas se mentir. C'est vraiment un plaisir de retrouver cette autrice sur un récit historique, qui, d'ailleurs pour ceux qui avaient été un petit peu rebutés au début par le côté historique, qui est effectivement très dense dans les premiers tomes, maintenant on a beaucoup moins de points histoire et ça s'allège un petit peu. Et voilà, c'est un récit qui avance et qui se densifie, se ramifie et devient hyper intéressant. On a des nouveaux personnages, des nouveaux enjeux dans ce tome, et en plus on a une magnifique illustration en couleur. Que demander de plus? J'ai adoré ce volume, vraiment, voilà. Akiko, continue comme ça, je valide. Ensuite, on a le tome 4 de Tokyo Tarareba Girls, qui est une série pour laquelle j'ai été un petit peu nuancée au début, puisque on a du coup ces 3 héroïnes qui picolent ensemble parce qu'elles sont toujours célibataires. C'était un petit peu cliché, peut-être un petit peu facile, mais c'était sans compter le talent assez génial de Akiko Higashimura pour écrire des histoires, puisque on part d'une situation assez presque cliché, quoi. Ça fait vraiment presque série américaine. Et elle développe autour de ça tout plein de questionnements autour de la place de la femme, l'idée de date de péremption d'une femme dans le marché de l'amour, puisque à partir d'un certain âge, on peut plus avoir certaines attentes et on doit se marier. Enfin voilà, c'est un récit qui est hyper intéressant, qui prend des tournants assez inattendus, et vraiment juste j'adore. On pleure, on rigole avec cette autrice et je valide beaucoup. Et le dernier, c'est donc Trait pour Trait, que je n'ai pas avec moi, et juste, j'adore. Je crois que c'est vraiment une de mes séries préférées de cette autrice. Je trouve qu'elle arrive à me faire passer du rire aux larmes en 2 pages sans transition aucune, et c'est vraiment un récit que je trouve incroyable, très doux, amer, et je ne sais pas où ça va nous mener, mais je pense que je vais avoir mal au cœur à la fin. Vraiment, je suis hyper touchée par cette relation entre le professeur et donc l'autrice, puisque c'est son autobiographie. Et je valide beaucoup Trait pour Trait, qui est une série en seulement 5 tomes, donc si vous avez envie de découvrir le travail de cette autrice, c'est l'occasion en 5 tomes, voilà quoi. Ensuite, j'ai lu un petit one-shot d'une autrice que je ne connaissais pas, à savoir Kikana, donc Nos meilleures vies, qui vient de sortir chez Casterman. Donc voilà, je connaissais pas du tout l'autrice, je trouvais que ses dessins étaient très jolis, mais je connaissais pas du tout.
Et je pense que c'est une lecture qui est pas simple. Enfin, il y a plein de... En fait, on suit plusieurs personnages qui ont des liens entre eux et dont le destin se croise et se recroise. Du coup, on a plein de points de vue différents, c'est assez dense, on passe d'un personnage à l'autre. Enfin, voilà, c'est un récit, je pense qu'il faut quand même s'accrocher pour suivre le fil. Et d'ailleurs, je pense qu'il mériterait une relecture. Mais j'ai vraiment aimé partager ces bribes de vie avec tous ces personnages et voir un petit peu tous leurs liens, leurs relations, ce qui leur arrive. Enfin, c'est assez un petit peu fouillis comme lecture, mais j'ai vraiment aimé, d'autant plus qu'il y a un petit chat, donc voilà. Non, je suis pas très objective avec ça. Mais non, c'est vraiment une lecture intéressante, mais j'ai envie d'ailleurs de lire d'autres récits de cette autrice. Mais je pense que ça ne plaira pas à tout le monde parce que c'est quand même, comme je l'ai dit, assez déstabilisant de par sa forme narrative. Mais voilà, c'est un peu la description d'une certaine jeunesse au Japon et voilà. J'ai aimé. Pas le coup de cœur de l'année non plus, mais ça m'a rendue assez curieuse quant au travail de cette autrice. Après vous avoir parlé de tous ces mangas, on passe aux BD comics puisque j'en ai un chaque à vous présenter. La première étant Balade pour Sophie, donc je l'ai pas avec moi mais vous aurez une petite image ici. On y suit une journaliste qui va interviewer un musicien très célèbre et voilà, ils vont échanger autour de leur vie respective, on va apprendre plein de choses sur la destinée de chacun et il y aura un petit plot twist final, voilà, c'est un récit que j'ai aimé. J'ai été très surprise par le style graphique que j'ai trouvé très audacieux par certains moments et vraiment joli quoi. Ça m'a fait plaisir de lire une BD, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Et globalement j'ai aimé, mais, puisqu'il y a un mais, je n'ai pas trouvé ça particulièrement audacieux par son scénario, c'est-à-dire que le plot twist final, on le voit un peu venir. C'est pas non plus voilà, le chef-d'œuvre de l'année en termes de narration, mais c'est une bonne lecture, émouvante, avec de beaux dessins, ça fonctionne, voilà, j'ai aimé. Pas la révélation de l'année, mais voilà, je valide. Si vous avez envie de vous lire une petite BD avec une histoire qui fonctionne bien, et voilà, pour vous changer les idées, pourquoi pas. Et voilà, je valide. On passe ensuite aux comics avec Bête de Somme, j'ai lu le tome 1. Donc il faut savoir que moi j'y connais pas grand chose en comics, je m'y mets parce que mon copain aime ça et que je suis curieuse, j'aime la BD au sens large et du coup j'ai envie de découvrir. Et comme pour le manga, je m'intéresse pas mal aux autrices, aux dessinatrices, voilà, je suis assez curieuse de lire des textes écrits par des femmes. Et je me suis rendu compte que c'est pas évident de trouver des femmes dans le comics, les grands noms sont souvent masculins et voilà. D'ailleurs, si vous avez des femmes qui écrivent à me faire connaître, franchement n'hésitez pas, je suis très curieuse. Et je me suis rendu compte que la personne au dessin sur cette série, c'était Jill Thompson, qui est donc une femme et qui dessine vraiment très très bien. Il y a vraiment des planches très très belles, je vous mettrai des images parce que vraiment, moi j'ai été séduite par le dessin et séduite par le scénario puisque on suit un groupe d'animaux de compagnie. En fait, on a des chiens et des chats qui vivent dans un quartier et dans ce quartier se passe toutes sortes d'événements occultes, un petit peu ésotériques. On a des animaux qui reviennent à la vie, voilà, des attaques étranges. Voilà, c'est un univers magique, très sorcellerie, tout ça, et franchement moi ça fonctionne hyper bien avec moi. J'étais une fan de la guerre des clans quand j'étais plus jeune, donc là je valide. Et si vous n'avez jamais lu de comics, vous pouvez très bien commencer par ça, ça fonctionne vraiment. Si vous avez déjà lu des comics et que vous avez envie de lire autre chose, c'est un petit peu différent de ce que vous lirez peut-être d'habitude. Enfin voilà, une très bonne lecture. Je crois qu'il me reste une histoire à lire, mais voilà, je valide vraiment. C'est ainsi que s'achève mon bilan lecture. N'hésitez pas à me faire part de vos avis sur les titres que j'ai pu présenter. N'hésitez pas à me donner des noms d'autrices de comics. Enfin, voilà, je suis hyper curieuse. J'ai très envie d'échanger à ce sujet avec vous puisque j'y connais pas grand chose. Et n'hésitez pas à liker, commenter, machin. Je le dis pas tout le temps, mais voilà, ça fait plaisir. Et sur ce, salut et à une prochaine vidéo.